Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Cette semaine, nous allons parler de la problématique de l'école et de l'éducation financière avec un spécialiste en la matière, Emmanuel Baounon. Monsieur Baounon, cher Emmanuel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes chargé de cours de droit dans les universités, mais aussi consultant formateur international en intelligence financière, entrepreneuriale et transition professionnelle auprès des universités. Vous êtes directeur général de l'agence de consultation d'expertise et formation ACEF et puis président de la Fédération internationale des consultants d'Afrique, FICA. Mais une première question qui me brûle les ailes. Vous êtes chargé de cours de droit. Que cherchez-vous dans les finances jusqu'à parler d'intelligence financière? Ok, merci beaucoup. C'est ma formation de base, le droit. J'ai d'abord fait diplomatie et relations internationales à l'ENA avant de poursuivre mes études en droit. Et donc, j'ai commencé par enseigner le droit. Mais j'ai été confronté très tôt à une problématique professionnelle. Je me suis dit, parce que quand je suis sorti, je cherchais d'emploi et c'était difficile à trouver quand même. Quand j'ai trouvé, j'ai constaté que l'argent ne restait pas comme cela se doit. Et il m'a semblé qu'il m'a manqué une éducation. Comment gagner l'argent, comment sécuriser l'argent gagné, comment fructifier cela pour être à l'abri totalement du besoin. Et c'est là que j'ai commencé par faire mes recherches, à partir des formations aussi en intelligence financière, entrepreneuriale, et j'ai pu comprendre une foule de choses que j'ai essayé, n'est-ce pas, de mettre dans un livre. Justement, qui s'intitule Les 12 règles d'or d'intelligence financière, tout ce que vous devez savoir pour devenir riche, que vous n'apprenez jamais à l'université. Tout à fait. Vous allez nous éclairer tantôt. Mais qu'est-ce que l'intelligence financière? Okay. L'intelligence financière, c'est un processus mental, cognitif et comportemental intégral qui permet à un être humain, à une personne physique ou morale, de résoudre tous les problèmes d'argent qui se posent à elle, afin de trouver suffisamment d'argent, de fructifier, de sécuriser et d'en laisser comme héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ben, c'est bien défini, c'est une définition que vous connaissez par cœur. Hein? Ah oui. oui, parce que c'est un processus intégral vraiment. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire pour avoir. Et nous parlons souvent du principe EFA. Le principe EFA, être, faire et avoir. Si on veut avoir de l'argent, il y a une manière d'être, et là c'est mental, c'est cognitif. Les riches ont une manière d'être, de penser, que les pauvres n'ont pas. Donc il faut maîtriser ça d'abord et faire ce que les riches font pour avoir ce que les riches ont. Donc, l'intelligence financière n'est pas simplement une connaissance, mais d'abord une manière d'être. C'est d'abord une manière d'être. C'est d'abord une manière d'être. C'est une manière de penser. C'est d'abord dans la tête. C'est une manière de penser. Les riches ont une manière de réagir face à tous les problèmes de la vie que parfois les pauvres n'ont pas. Et lorsqu'on maîtrise, n'est-ce pas, ce processus mental, cognitif, cette manière de penser, et qu'on commence par faire ce que les riches font, on a l'argent, aisément. Comme le disait quelqu'un que c'est mathématique, hein, il existe une science pour devenir riche, oui. Et il s'agit d'une discipline exacte au même titre que l'algèbre et l'arithmétique. Oui, il y a des lois qui gouvernent le processus d'acquisition de la richesse, et lorsqu'elles sont apprises et mises en application, elles mènent toute personne à la fortune avec une certitude mathématique. Ah, c'est Wallace Wattles qui le dit. C'est vrai? Oui, c'est vraiment une science exacte. Et comme il a dit, ce qui est formidable, c'est qu'il dit c'est une science exacte au même titre que l'algèbre ou l'arithmétique. Et quand je suis tombé sur cette pensée de Wallace Wattles dans son livre La science de la richesse ou la science de l'enrichissement, je me suis dit, mais et pourquoi on ne nous a jamais enseigné cette science-là? On a appris la géographie, la philosophie, le droit, l'économie, toutes les autres sciences, mais on n'a rien appris sur cette science-là. Et aujourd'hui, très humblement, nous formons les gens et il y a des processus mathématiques vraiment, par exemple, pour gagner 3 millions chaque semaine, en tant que diplômé. Et tout le monde peut le faire dès lors que vous connaissez la méthode, on vous l'enseigne et vous pratiquez, vous avez les résultats. Et c'est là d'ailleurs nous disons que vous avez la connaissance parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a l'information sur la science de la richesse, il y a le savoir sur la science de la richesse, et il y a la connaissance de la science de la richesse. Nous essayons de faire une différence à ce niveau-là. Nous disons l'information, c'est les faits. Je passe sous contrôle, puisque je suis en face d'un journaliste. On dit les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Lorsque vous êtes au courant d'une information financière d'enrichissement, nous disons que vous avez le savoir maintenant. Mais ça ne vous rend pas riche. Il faut faire ce que les riches font. Avec ce savoir, vous allez mettre ça en application. Quand vous aurez les résultats, vous avez la connaissance maintenant de l'enrichissement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en nous basant sur l'intelligence spirituelle, nous disons
on a dit, la connaissance, c'est la pratique quotidienne de la chose, avec les résultats. Et donc, ça ne ment pas. C'est pour cela qu'on dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La connaissance, c'est la pratique. C'est la pratique de la chose. C'est la pratique de la chose. Aujourd'hui, nous formons des gens qui ont fait Master 2, licence et autres là. Nous leur donnons des techniques. On dit choisissez un thème de formation, par exemple, et partagez ce savoir-là avec les gens. Si la formation est à 100 000 et vous vous arrangez, chaque mois vous trouvez 10 personnes qui suivent ça, c'est 1 million. C'est 1 million. Et dès lors que la formation est intéressante, c'est-à-dire ce besoin d'information existe sur le marché et vous avez le savoir, vous commencez par partager, vous avez les résultats. Et vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, d'aller travailler pour qui que ce soit avant de... J'espère que vous allez nous apprendre toute cette démarche. Mais vous estimez que cette intelligence n'est pas enseignée à l'école. Pourquoi? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu comme si c'est fait à dessein parce que je suis tombé un jour sur un livre, j'ai vu ça sur Internet, Le plus grand secret du monde. Et j'ai lu quelque part que les grandes familles réantes du monde n'ont pas voulu, par exemple, que les gens soient au courant d'un certain nombre de choses. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons l'école qui nous forme fonctionne sur la base de 3 pieds décadents. Les contradictions, les incohérences et les peurs. Incohérence, je prends ça là simplement. On nous enseigne tout sauf l'essentiel. On nous enseigne tout sauf l'essentiel. Et de mon point de vue, l'essentiel déjà, c'est comment fonder un foyer et être heureux dedans. Première chose, c'est essentiel. Et là-dessus, j'aime bien l'ouvrage de Jacques Attali, qui est intitulé « Les chemins de l'essentiel ». Tout ce que vous devez avoir lu, écouté, regardé ou tenté pour réussir, en quelque sorte. Et il renvoie des lectures. Il faut lire. Il y a de très bonnes informations dans de très bons livres qu'on ne retrouve pas à l'université, à l'école. Donc c'est un peu comme si c'est fait à dessein. Et l'essentiel, encore pour nous, c'est au-delà du mariage heureux, c'est de pouvoir gagner le minimum d'argent dont on a besoin pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, sans dépendre d'un employé dans le secteur privé, sans dépendre de l'État. Et tous les diplômés aujourd'hui peuvent produire de l'argent par eux-mêmes. D'ailleurs, nous disons qu'ils dorment sur de l'or, ils chôment alors qu'ils constituent même de l'or gris. Le savoir, c'est de l'or gris. Et quand on sait partager ça, quand on sait monétiser cela, on gagne facilement de l'argent. On gagne facilement de l'argent. Oui, l'intelligence financière n'est pas enseignée à l'école, c'est pas grave. Vous parlez même dans les universités, il n'y a pas de cursus de formation concernant, même en économie, même en finance, Ce qui me fait marrer, c'est que je me rends compte que les gens font des études jusqu'au doctorat en économie, apprennent tout sur le système monétaire international, mais n'apprennent rien sur comment générer de l'argent. Le système est destiné à former des comptables, des gens qui vont compter l'argent des riches. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place certains types de calculs. Par exemple, 1000 plus 200, c'est 1200, c'est ce qu'on nous a appris. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est égal à 2000. Et on les a traités de tarés, médiocres, cancres. Ce n'est pas des noms d'oiseaux, c'est des qualificatifs qu'on utilise pour désigner des êtres humains. Et on a fini par les gérer du système éducatif. Ils sont devenus plus tard de grands opérateurs économiques. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ils peuvent envoyer leurs enfants faire des études dans les pays développés avec des visas sérieux, sans être obligés de courir derrière les amis pour trouver des bourses. On est allé les voir, il y a quelqu'un, on est allé le voir, on a dit, mais pourquoi tu disais que 1000 plus 200 égale 2000? Tu étais un taré, la vie est injuste, sinon toi tu ne serais pas riche comme ça. Et il dit, mais c'est quand même banal, je vivais avec ma grand-mère qui faisait du commerce, quittait le sud pour le nord. Dans le temps, elle utilisait 200 francs pour le transport, aller-retour, hébergement, restauration, dans le temps. Et utilisait 1000 francs pour s'approvisionner. Mais quand elle retourne au sud, elle fait tout pour vendre autour de 2000. Et donc, dans la base de calcul de ma grand-mère, qui est une commerçante, 1000 plus 200, c'est égal à 2000, ce n'est pas égal à 1200. Et c'est là qu'on comprend que le système était destiné à former des comptables qui vont compter l'argent des riches. Et si vous êtes un bon comptable, 1000 plus 200 égale 2000. Mais si vous êtes un opérateur économique, quelqu'un qui génère de l'argent, lorsque vous sortez 1000 euros, et un ami sort 200 euros, vous mettez ça ensemble, vous faites une opération, ça donne 1200 euros. C'est une mauvaise opération. Mais le système nous apprend à faire cette opération-là. Donc nous avons été conditionnés, même par les calculs qu'on nous enseigne, à être pauvres et à compter l'argent des autres.
Et c'est pour ça que vous dites que même le diplôme n'est qu'un simple passeport. Le diplôme ne garantit pas. Non, c'est un passeport. Et je dis, c'est pour cela que je dis, c'est un passeport. Ça vous permet de franchir la frontière de l'école pour le pays, si vous voulez, du travail. Mais ça ne vous garantit pas ce que vous allez manger. Il faut une carte bancaire pour ça. il faut une carte bancaire. Donc vous pouvez quitter le Bénin pour la France si vous avez le passeport, mais il faut la carte bancaire pour vous loger, il faut la carte bancaire, n'est-ce pas, pour vous restaurer, ainsi de suite. Le diplôme n'est qu'un passeport, ce n'est pas une carte bancaire. Mais en vous lisant, quelquefois j'ai eu le sentiment que l'école ne sert pas à grand-chose, parce que je vous lis à la page 26 par exemple, Thomas Edison n'alla à l'école que 3 mois, pourtant il ne finit pas dans la misère. Henry Ford ne fut écolier que 6 ans, ce qui ne l'empêcha pas de devenir l'homme le plus riche de son temps. Oui. Même Bill Gates n'a pas fait des brillantes études, etc. Donc, est-ce que l'école ne sert à rien? Je dirais que c'est bien d'aller à l'école, mais ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout pour être riche et subvenir à ses besoins. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Pas du tout. Et donc, quand on va à l'école, il faut maintenant avoir une éducation financière. Et nous pensons même qu'il va falloir insérer des programmes d'éducation financière dans nos écoles, dans nos universités, pour que les gens soient outillés pour pouvoir se défendre facilement. Et d'ailleurs, on a constaté que dans la plupart des pays du monde, les plus riches ne sont pas les diplômés. Non. C'est souvent des hommes d'affaires qui ont eu le bac, la licence au plus, qui deviennent les plus riches. Parce qu'ils découvrent, parce que venant de la rue, entre guillemets, n'ayant pas été trop à l'école, arrivé au carrefour de la vie, c'est-à-dire ce moment de l'existence où on doit subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, eux, fort heureusement, ils n'ont pas de CV à déposer, ils n'ont pas de lettre de motivation à faire. Et parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils commencent par se poser des questions. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et quand ils se posent ces questions-là, j'ai l'habitude de dire, 2 voix peuvent leur répondre. La première voix, c'est un peu comme la voix, entre guillemets, si vous voulez, de Lucifer qui dit aux créatures de Dieu, faites quelque chose qui est contraire à l'ordre établi. Je sais ce qui a été dit. Et si vous faites ça, vous allez voler, vous prostituer, ainsi de suite. Et même là, on se rend compte que ceux qui volent et autres là peuvent s'enrichir. Seulement, ce n'est pas conseillé parce qu'on n'a pas besoin d'être visionnaire pour prédire leur avenir. Ils seront des clients potentiels pour les maisons d'incarcération et les prisons. Et il y a la seconde voix de Dieu qui leur parle en ce moment-là au carrefour de la vie aussi. Les 5 instructions qui ont été données à Adam et Ève quand Dieu a fait la création. On dit, première instruction, soyez féconds. Les gens ont pensé que c'est faire des enfants. Non, soyez féconds, c'est être créatif. Comme Dieu est créateur du ciel et de la terre, les hommes doivent aussi être créatifs. Donc quand ils sont féconds, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Ils trouvent une idée d'entreprise, ils commencent par faire. Ils voient que ça marche. Quand ça commence pas à marcher, il dit, mais il faut que je multiplie ça. Il va commencer par s'installer à d'autres endroits. Il n'a pas appris ça quelque part. Il découvre sur le tas qu'il faut multiplier. Et il multiplie, il se dit, mais ici, ça donne 100 000 francs de bénéfices par mois. Mais si je suis à 2 endroits, ça va donner 200 000 francs. Parce que dans les mêmes conditions de température, de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et il va à un 3e endroit, ainsi de suite, il se multiplie. Et quand il commence par se multiplier comme ça, il ira à la 3e instruction, personne a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et il va remplir le Togo avec son activité, créer, n'est-ce pas, des agences un peu partout. Rempli, il va assujettir le domaine. Ça veut dire qu'il sera le meilleur dans ce secteur d'activité-là. Et il finira par dominer, il sera le leader. Et il est riche. Emmanuel Maouno, pourquoi certains, naturellement, semblent être dotés de cette intelligence financière alors que d'autres non? Je pense que nous avons tous quand même cette intelligence financière. Mais quand nous allons à l'école, l'école nous éduque par la peur. La peur. L'enseignant vous dit, mais si tu ne fais pas tes devoirs, tu vas échouer. Au lieu de dire, mais si tu fais bien tes devoirs, tu vas réussir. Et donc la peur qui nous a été inoculée très tôt à l'école fait que nous ne voulons pas prendre de risques. C'est d'ailleurs pour cela que quand on finit, on cherche une fausse sécurité. Je préfère être à 200 000 francs par mois, à 400 000 francs par mois, ainsi de suite. Et on finit employé. On finit employé. Fort heureusement, d'ailleurs, on le voit, ceux qui ont évolué aussi dans le système, à qui on a donné une certaine confiance professionnelle, en disant, vous êtes dans des ordres professionnels, les avocats, les experts comptables, les experts géomètres, les médecins en clientèle privée, ces gens ayant un peu plus confiance en eux, finissent toujours dans la classe moyenne, ont un minimum d'argent, ont plus d'argent que les autres qui ont trop peur. Donc, c'est déjà l'école qui inocule cette peur-là, la peur de prendre des risques. Mais celui qui n'a pas été à l'école, lui, fort heureusement, il se dit, mais je n'ai pas le choix, je me jette à l'eau. Et il se jette à l'eau et il commence par gagner. Et donc, on doit maintenant rééduquer tous les diplômés à accepter aussi de prendre des risques en entreprenant. On échoue, on apprend de ses erreurs. Et d'ailleurs, je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Il
il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats et on essaie d'améliorer les résultats progressivement pour atteindre l'objectif final. Donc, première étape pour la transformation, le début de transformation de nos sociétés, il faut changer la mentalité qui pense que la richesse vient des études, même supérieures, vient du diplôme. C'est à changer ça. Totalement, totalement. Je vous donne un exemple simple. Je connais des professeurs agrégés qui sont très jeunes, qui gagnent bien leur vie, qui gagnent très jeunes 1 million et quelques par mois. Mais il y a des processus simples. Par exemple, une formation de 5 000 francs. 5 000 francs qu'on donne à des jeunes. Et les samedis, c'est donné seulement les samedis. 2 groupes, matinée de 9h à midi, 5 000 francs. Pour une salle d'une capacité d'accueil de 25 personnes, vous avez 30. On limite là. 30 fois 5 000, ça fait 150 000 francs. Le soir, 30 encore, ça fait 150. Ça fait 300 000 francs dans une journée pour un travail de 6 heures. Sur 4 semaines, vous avez 1 200 000 sans être agrégé. Et tous les diplômés peuvent faire ça. Licence, master et autres, là, ils peuvent concevoir des modules de formation pour aller là. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils doivent comprendre que nous sommes dans l'ère de l'information. D'ailleurs, on dit bien, décomposer le mot, vous allez voir, est une formation. Et donc, ceux qui deviennent des formateurs s'enrichissent facilement. Les consultants formateurs, par exemple. Emmanuel, cher Emmanuel, vous êtes riche alors, vous. Ce n'est pas bien de dire qu'on est riche. Mais j'avoue que je remercie l'Éternel, je remercie Dieu, après tout le parcours que j'ai eu. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que quand j'ai fini l'ENA, et j'ai refusé, par exemple, alors que j'ai contacté un oncle, je voulais faire diplomatie, il a dit, je vais t'envoyer à la direction du protocole d'État. Mais c'est du bénévolat. J'ai refusé et j'ai travaillé dans un télécentre. Vous voyez ? Et j'étais à 27 000 et quelques. Le propriétaire me disait, mais comme toi tu as fait l'université, je vais respecter au moins le SMIC pour toi. 27 000 et quelques. Un jour, je me suis amusé à faire le calcul. J'ai divisé ça par 30 jours. C'était moins de 1 000 francs. J'ai divisé ça par 8 heures. C'était moins de 75 francs. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu vas étudier pour gagner 75 francs de l'heure? Ce n'est pas sérieux. J'ai poursuivi mes études avec le DEA. J'ai commencé par enseigner dans certaines universités privées. Et j'ai eu la chance. J'ai lancé une formation. J'ai eu la chance et un cabinet burkinabé qui m'a appelé pour animer une formation sur le protocole. Et c'est là que j'ai découvert que dans la formation, par exemple, il y a beaucoup d'argent et que tous les diplômés peuvent embrasser ça. Dans le temps, on me payait 10 000 francs de l'heure. J'ai trouvé ça déjà intéressant. Et je lance une première formation. Un samedi, j'ai eu 44 personnes. C'était 10 000 francs. Ça fait 440 000 francs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là, dans cette université-là où on paye 5 000 francs de l'heure? C'est là que moi j'ai lancé mon cabinet. Commence par... Et très modestement, tous les diplômes peuvent faire. Et nous voudrions bien que ces diplômés connaissent ça. Sachent ces choses-là. Aujourd'hui, on fait des formations, c'est 150 000 francs par personne, une semaine. Mais nous avons autour de 20 personnes chaque fois. C'est 3 millions la semaine. Et ça ne rate pas. On lance, on a le résultat. À partir de la semaine prochaine, je suis en séminaire de formation d'une semaine de formation à Parakou. Et je vois déjà les inscrits qui sont là. Il n'y a pas ce qu'on fera, on n'aura pas 3 millions la semaine là. Il n'y a pas. Et tout le monde peut le faire. Mais vous écrivez, et le diplôme qui paie le plus et rend vite et très riche, c'est ce qu'on sait faire. Oui. Et qu'on fait avec passion, sans attendre nécessairement une rémunération en contrepartie. Ah oui. Comment on peut devenir riche sans rémunération? Oui. Et c'est là que nous disons qu'il faut faire la différence entre emploi et travail. Quand on veut réussir sa vie professionnelle et financière, c'est la première différence qu'il faut faire. L'emploi, c'est ce qu'on fait pour lequel quelqu'un d'autre nous paye en retour, afin que nous puissions subvenir à nos besoins de façon périodique. Mais le travail, c'est ce qu'on fait pour faire avancer la communauté. Et on le fait au début sans demander à être payé en retour. On finit toujours par être payé au-delà de ses espérances. Comment? On fait toujours, vous allez voir. Et on a étudié les structures les plus prospères du monde. Et on s'est rendu compte qu'il y a une seule structure qui est une structure très prospère. Les structures les plus prospères du monde, ce sont les églises et les mosquées. Il n'y a pas d'eux. Mais on s'est rendu compte que c'est des structures qui offrent leurs services de base de façon gratuite. Donc, travaillent pour la communauté. Et c'est, n'est-ce pas, d'élever les âmes. Ils finissent toujours par être payés au-delà de leurs espérances. Là, on dit, mais il faut suivre le modèle église, mosquée. Travailler d'abord pour la communauté. Dieu est si bon d'ailleurs qu'il a envoyé, je pense, la femme pour qu'on puisse expérimenter ce modèle de travail. Elle se lève le matin, elle balaye la maison, elle lave les enfants, elle prépare à manger, elle travaille. Elle fait ce qu'elle doit faire pour que le foyer avance, mais elle ne demande pas de payer en retour.
Elle finira par être payée par ses enfants, par la belle famille, par son mari, ainsi de suite. Dieu est vraiment si bon qu'il nous a encore montré le sens du travail. Quand elle veut accoucher, on dit elle est en travail. La douleur qui précède l'accouchement, mais elle le fait gratuitement. Elle ne demande pas à être payée avant d'accoucher pour son mari. Et quand vous lisez les textes sacrés, notamment la Bible, vous allez lire quelque part, on a dit, quand elle va souffrir cette douleur, elle saura que son heure de gloire a sonné. Tous les diplômés qui vont accepter d'offrir gratuitement leur service d'abord finiront par gagner beaucoup d'argent. Méthode d'église, gratuité du service au départ, mais il y a une disposition de prospérité que vous mettez derrière. Parce que quand les gens ont goûté à votre service, ont commencé par aimer passer gratuitement, ils finissent toujours par acheter les autres services que vous allez leur offrir. Il y a beaucoup d'autres services qu'on peut leur offrir. Je peux vous donner cet exemple, c'est un ami qui a créé un logiciel de gestion de tontine. Et il dit qu'il a mis ça à 100 000 francs, les gens achètent difficilement, mais trouvent que c'est formidable. Et je lui ai dit non, si tu veux travailler pour la communauté, tu mets le logiciel gratuitement à la disposition des gens. Comme nous avons sur Play Store pour télécharger beaucoup d'applications, mais c'est les gens qui ont utilisé leur intelligence pour créer ça. Et quand tu as 1 million de téléchargements de ce logiciel-là, tu sors une version avancée avec de nouvelles fonctionnalités. Tu mets la présentation sommaire de la version avancée. Les 1 million de personnes qui avaient téléchargé vont trouver que c'est formidable. Tu mets ça à 10 000, à un prix forfaitaire. 10 000 francs. Si 10% de ces 1 million, ça veut dire 100 000 personnes achètent le logiciel, tu es à 1 milliard. Et c'est ce que les Américains ont compris. Quand ils ont étudié, ils ont compris que les églises et autres là offrent gratuitement leurs services. Et qu'on a enseigné ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Google, qui nous offre gratuitement de l'information. Mais nous apprenons quand même que les fondateurs de Google sont les gens les plus riches du monde. Facebook, pareil, Facebook. Donc, travailler, c'est offrir gratuitement son service à la communauté pour faire avancer la communauté d'abord. La communauté va nous retourner ça en retour. Forcément. Forcément. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, il faut vraiment que nous essayons de faire cette différence entre emploi et travail. Vraiment. Travailler, c'est offrir gratuitement d'abord ses services. On sera payé après. Regardez, le 1er mai, ce n'est pas la fête de l'emploi, c'est la fête du travail. C'est la fête du travail. Et j'ai regardé la devise de certains pays chez nous. Au Bénin, on dit fraternité, justice, travail. On n'a pas dit emploi. Au Togo, je crois, c'est travail, liberté, travail, liberté, patrie. Et je pense que si tous les citoyens sont sensibilisés sur ça, on dit, mais les pères fondateurs de nos États ne veulent pas de l'emploi pour nous, mais du travail. Le travail, c'est ce que nous sortons de l'intérieur à l'extérieur. C'est ce que nous déployons, notre potentiel que nous sortons de l'intérieur. Et quand on met ça gratuitement à la disposition, surtout que c'est une passion. C'est, je crois, un Lao Tzu Confucius qui a dit, si vous faites de votre passion, votre travail, vous n'aurez jamais à travailler. Et ça fait partie d'ailleurs des 9 stratégies pour devenir riche. Les stars du football, du cinéma, de la musique, travaillent autour de leur passion. Et ils ont du plaisir, n'est-ce pas, à s'entraîner. Pour un concert de 2 heures, un grand artiste va faire l'entraînement, la répétition pendant 6 mois. Avec toute la joie qu'il faut, la passion qu'il faut. Pourtant, c'est lui-même qui a conçu ça. C'est un travail. Il veut offrir ça gratuitement aussi à la communauté. Donc nous devons travailler d'abord pour la communauté, offrir gratuitement nos services et le reste viendra. Donc les employés qui font grève, quand les syndicats ont fait grève au Bénin pendant plusieurs mois, vous étiez dans votre coin en train de sourire. Oui, vraiment, vraiment, parce que les dimanches, je suis au bureau. Et quand je suis le soir, je dis à mes collaborateurs, mais vous voyez, je sors en dernière position, je sors même à 23 heures. Et je dis, mais regardez le président de la République, malgré tout son argent, je vous rassure, vous pouvez aller vous renseigner. Il est au bureau à des heures tardives. Vous êtes pressé, dès qu'il est 18 heures comme ça, vous voulez rentrer. Parce que vous voulez être employé. Vous devez travailler pour la communauté. Et c'est en cela que je dis, par exemple, les comptables, les diplômés en comptabilité qui sont à la maison. Il n'y a pas d'emploi pour les diplômés, mais il y a du travail pour tous les diplômés. Il n'y a pas d'emploi pour les diplômés, mais il y a du travail pour tous les diplômés. Nous devons travailler simplement. Pas de grève. Alors, les 12 règles d'or d'intelligence financière, on n'a pas le temps de parcourir toutes ces règles, mais cher Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un peu certaines de ces règles, certains fondamentaux de ces règles? Oui. Et les fondamentaux, par exemple, vous avez les 9 stratégies pour devenir riche. Alors, première stratégie. Et les 2 qui sont recommandées. Les 2 qui sont recommandées, je parlais peut-être de 2 stratégies rapidement. Oui, on peut devenir riche en héritant. Mais ce n'est pas recommandé parce que souvent ceux qui héritent dilapident l'héritage. On peut devenir riche en se mariant à une personne riche. Là-dessus, il y a 2 modèles. 2 modèles. Il y a le modèle que nous appelons modèle, que les gens nous en excusent, mais c'est une étude scientifique.
C'est le modèle que nous appelons le modèle Jésus-Christ. Là-dessus, nous disons, si vous voulez devenir riche, réussir votre vie professionnelle et financière, tout simplement, impacter le monde comme lui, grand leader si vous voulez, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants. Ce n'est pas facile à accepter. Modèle, je ne sais pas si c'est ce modèle que l'Église catholique a voulu expérimenter en demandant au peuple de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants. Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante du monde. L'homme, avec son intelligence, a créé les avions, Internet et tout, mais il n'a pas pu créer un être humain comme nous. Or, avec cette énergie, on n'a pas besoin d'un CEP, d'un BPC, d'un bac, d'une licence pour créer un être humain. Ce que Dieu a fait qu'aucune intelligence humaine n'a pu faire. Donc, les gens estiment, les experts en spiritualité, certains experts en spiritualité, estiment que si vous domptez cette énergie, que vous ne la gaspillez pas, vous la transposez dans vos projets, vous allez réussir de façon formidable. D'ailleurs, quand vous lisez Think and Grow Rich de Napoléon Hill, vous allez voir sur les 13 étapes, il a parlé de la transmutation sexuelle. Où il dit l'énergie est là pour expérimenter deux choses, l'immortalité de l'âme et perpétuer l'espèce humaine. Malgré nous l'utilisons pour ça. Donc, modèle Jésus-Christ. Deuxième modèle, modèle Mahomet. Là, vous pouvez réussir votre vie professionnelle et financière, pour ne pas dire être riche, en épousant une personne qui doit remplir quand même certains critères. La personne doit être plus âgée que vous. C'est le signe de la maturité. Oui. La veuve Khadija était plus âgée que le prophète, qui est un homme très honnête, était plus âgé que lui de près de 15 ans. C'est le signe de la maturité. Deuxième, la personne... C'est le modèle Macron aussi. Vous allez voir. Donc, deuxième modèle, et je dis deuxième modèle, deuxième critère, la personne doit avoir plus de moyens que vous. Parce qu'un homme, une mission des moyens. Vous n'allez pas pour gruger la personne, non. Vous allez pour utiliser les moyens, impacter le monde et élever aussi le nom de la personne. Donc, vous êtes un homme honnête. Et d'ailleurs, là-dessus, je dis, pas de malhonnêteté si vous tombez là-dessus. Et troisième critère, c'est que la personne doit avoir un peu le cœur en détresse. C'est une veuve. Et tout ce qu'elle veut, c'est une personne honnête qui vient combler un vide. Donc, on ne va pas là-bas pour gruger la personne. Là-dessus, il y a cette histoire d'une jeune Américaine de 26 ans qui a envoyé une lettre à un cabinet conseil en investissement pour leur dire qu'elle est jeune, belle, élégante, elle fréquente des gymnases où elle rencontre des hommes qui gagnent beaucoup d'argent. Non, elle rencontre des femmes qui sortent avec des hommes qui gagnent 500 000 $. Et qu'elle souhaiterait que le cabinet conseil en investissement l'accompagne pour qu'elle puisse tomber sur un homme qui gagne beaucoup d'argent comme ça, parce qu'elle veut être riche et vivre à New York. Et quelques semaines plus tard, un banquier d'affaires d'investissement l'a contacté et lui a dit « J'ai pris connaissance de votre demande parce que je travaille avec le cabinet et nous sommes en affaires, il faut aller vite. Et moi, je gagne déjà les 500 000 $ que vous cherchez, ou l'équivalent de 250 millions de francs CFA. Et j'ai procédé à une analyse financière de votre offre sentimentale. Et je me suis rendu compte que dans la balance, vous mettez d'un côté votre beauté, je ne parle pas de votre amour, et de l'autre côté, vous avez de l'argent. Moi, j'ai l'argent et je veux la beauté aussi. Mais en procédant à l'analyse financière de l'offre sentimentale, je me rends compte que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, votre beauté va recevoir un coup. Mais moi, ma capacité à gagner de l'argent va toujours augmenter. Par conséquent, si je vous prends en option achat, c'est-à-dire je vous épouse, mariage, et dans 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais me rendre compte que ce n'est pas rentable pour moi. Donc, je vous fais une contre-proposition, je vous prends en option location. Voilà, alors, on s'entend et puis on passe du temps ensemble et je paye. Quand je vais constater que vous commencez par avoir des rides, et j'arrête et je cherche quelqu'un d'autre. Moralité de l'histoire, on ne va pas épouser une personne qui a plus de moyens, n'est-ce pas, pour gruger la personne. Et mélange des deux gens, vous l'avez dit, mélange des deux gens, il s'appelle Emmanuel comme Jésus-Christ et à défaut de s'appeler peut-être Mahomet, Dieu l'a fait nommer Macron, Emmanuel Macron. Il s'appelle aussi Baou, non? Non, pas encore. Emmanuel Macron, mélange des deux gens. Mélange des deux gens. Vous avez parlé aussi d'investissement. Est-ce que c'est une intelligence financière, le fait d'investir ou d'épargner aussi? On va écouter, on va suivre une interview avec Raphaël Sossoé, qui est le directeur général de Red Consulting. L'écoutez et nous revenons à notre discussion dans un instant. Okay. Raphaël Sossoé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général de Red Consulting, Red qui est le réseau des entrepreneurs et d'aide de développement. Merci. Pour devenir riche, ce n'est pas simple d'épargner. L'investissement financier que nous promouvons à Red Consulting, c'est de faire de toute personne, les entreprises, à devenir riches ou être autonomes
à travers les marchés financiers. Les marchés financiers offrent aujourd'hui un moyen et le meilleur moyen d'investissement financier. Nous avons le Forex, nous avons la bourse régionale des valeurs mobilières, nous avons le marché des indices. Et sur d'autres cieux, ce sont des moyens privilégiés d'investissement pour les entreprises. Mais il est important que l'Afrique aujourd'hui et notre pays, le Togo, puissent aussi saisir de ces opportunités. Et c'est le travail que le cabinet Red Consulting fait aujourd'hui, à travers ma personne, à parler du marché financier, à informer la population sur les risques, également les avantages qu'on peut avoir en investissant sur le marché financier, qui est mieux que l'épargne dans une banque. Et donc, quand on parle d'investissement en gros, c'est seulement sur les marchés financiers ou c'est le meilleur investissement selon vous? C'est le meilleur investissement par excellence. Le marché financier, c'est le premier marché financier, le premier moyen d'investissement le plus privilégié. Sinon, nous avons d'autres moyens d'investissement. Nous avons l'immobilier, nous avons le secteur de l'informatique aujourd'hui qui est... Nous sommes à l'ère de l'informatique. Et donc, ça constitue également un moyen d'enrichissement, un moyen d'investissement important. Et quand on parle de marché financier, au fond, à quoi on fait allusion, vous, en tant que consultant et trader, même à la Bourse régionale des valeurs mobilières? Pour le profane, le marché financier est compliqué à expliquer, mais nous avons aujourd'hui les marchés traditionnels. Quand nous parlons d'Assigame, nous parlons du marché traditionnel. Le marché financier également fonctionne de cette même manière. Dans un marché financier, on retrouve des acteurs comme le vendeur, les acheteurs, les négociateurs et l'autorité qui contrôle le marché. Dans un marché financier également, nous avons ces acteurs. Nous avons les sociétés qui viennent vendre leurs actions, les obligations des États. Nous avons les indices des groupes d'entreprises et nous avons également les produits à vendre qui sont ces obligations et autres. Nous avons les acheteurs qui sont les traders, le simple investisseur, qui sont également des institutions qui viennent négocier sur ce marché. Mais outre ces acteurs, nous avons les négociateurs simples, ce sont les traders. Ils viennent négocier pour le compte d'une entreprise, ils viennent négocier pour le compte d'une personne ou d'un simple investisseur. Mais ils se font également de l'argent parce qu'on leur perd des commissions. Nous avons également des intervenants comme les brokers, les SGI, et dans la sous-région, c'est les sociétés générales d'investissement. Les sociétés générales d'investissement qui sont également des intermédiaires boursiers et par qui nous pouvons passer pour investir. Mais pourquoi, selon vous, les investissements sur les marchés financiers sont plus rentables? Sur le marché financier, nous avons un précepte de la cyclisation du marché financier. Nous ne pouvons pas investir sur le marché financier pendant 5 ans et se retrouver avec 4,5% comme nous offrent les taux bancaires de la sous-région ou bien à l'international. C'est un investissement plus... Donc les marchés financiers sont plus rentables que les banques? Naturellement, les marchés financiers sont plus rentables que l'épargne simple. L'épargne, c'est pour se protéger. L'épargne, c'est pour un besoin temporaire. L'épargne, en réalité, c'est une réserve qu'on constitue pour être à l'abri du manque. L'investissement, c'est plutôt faire travailler son argent. Faire travailler son argent dans les entreprises. Faire travailler son argent dans les projets. Et ça vous ramène plus de retour sur investissement que de l'épargner dans une banque. Naturellement, ce n'est pas ce qu'on nous apprend, mais c'est ce que le profane comprend. Oui, mais pour les banques, au moins, on connaît les taux d'investissement, les taux d'intérêt, 4 ou 5%. Mais pour les marchés financiers, on peut gagner à hauteur de combien Je ne veux pas m'aventurer dans ce taux, dans ce geste de taux. Sur un marché financier, on peut avoir beaucoup plus de rentabilité. Mais cela demande une formation. Il faut avoir l'information. Il faut avoir les outils. Il faut se former à la chose. Il faut savoir sur quel marché il faut investir. Il faut savoir les risques du marché. Il faut connaître également les avantages et les secteurs du marché sur lesquels on veut investir. Si je veux investir sur le Forex, je dois savoir quels sont les risques liés à l'investissement au Forex. Si je dois investir sur les matières premières, je dois savoir quels sont
inconvénients et les avantages liés à un investissement sur le pétrole, sur le gaz, sur le blé. Je dois savoir, je dois comprendre. Donc, il n'est pas conseillé à un profane d'investir directement sans connaître ce que son argent fait sur le marché. Mais les marchés financiers ne sont pas des assurances tout risque. On sait ce qui est arrivé avec la crise financière internationale, née de la crise des subprimes aux États-Unis. En France, on a connu des déboires comme ceux de Jérôme Kerviel. Exactement. Donc ça veut dire que ce n'est pas une forme de panacée, hein, les investissements sur le marché financier. Le marché financier ne restera pas une manne, ce n'est pas une manne financière. Et également, dans tout métier, nous avons le risque. Et donc, chaque intervenant sur le marché doit savoir jusqu'à quel niveau il veut prendre son risque. Vous voulez investir, jusqu'à quel niveau vous pouvez supporter des pertes. Vous devez savoir également quels sont les produits sur lesquels vous voulez négocier. Vous devez savoir votre horizon de placement également pour avoir une bonne rentabilité. Vous devez définir cela. Mais le marché, il est roi. Le marché a toujours son dernier mot à dire. Mais étant donné que nous avons des professionnels, des traders, des gestionnaires de portefeuille, des conseillers en investissement, il faut aussi se rapprocher de ces conseils et de ces experts pour avoir plus d'informations, pour se former à la chose. Et là, on peut faire un bon investissement sur de moyen et long terme. En tout cas, on vous a compris. Il vaut mieux s'outiller avant de mettre les pieds. Donc, bien sûr, c'est important. Merci. Raphaël Soso. Je vous en prie. Monsieur Baounon, Emmanuel, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs Raphaël Sossoé. Et ce qu'on ne vous a pas dit à l'école ou à l'université sur l'épargne, le principe du grenier de la vie, c'est quoi? Le principe du grenier de la vie. Oui. Voilà. C'est le principe qui consiste à mettre chaque fois, à se payer en premier. À se payer en premier. Nous l'appelons aussi la loi de Babylone. Et si vous voulez devenir riche, sur tout revenu gagné, vous devez systématiquement, sur tout revenu gagné, systématiquement, vous devez mettre au moins 10%, sinon 20% de côté. Et on dit la pire manière de se payer en premier, c'est de remettre ça comme épargne quelque part. La meilleure manière, c'est d'investir systématiquement, c'est 10 à 20% au moins. C'est pas la dîme? Non, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme. Si vous voulez, c'est une dîme personnelle pour assurer son avenir. Donc, vous investissez ça systématiquement. Donc, vous faites de cet argent, de ces 10% ou 20%, des esclaves à vie. Si ça marche, vous profitez de ça. Si ça ne marche pas, vous allez apprendre de vos erreurs pour mieux faire après. Dans tout ce que vous gagnez. Dans tout ce que vous gagnez. Et quand vous lisez La clé de la maîtrise, les auteurs ont dit que, selon Bill Gates, aurait précisé que quand il a appris cela, il est allé systématiquement à 20%. Donc, sur tout revenu gagné, il investit systématiquement 20%. Avant de penser à payer les autres. Grenier de la vie. C'est un peu comme l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Si nous voulons faire face aux périodes de vaches maigres, il faut que, aujourd'hui où ça marche, nous puissions mettre une partie de côté. C'est ce que Joseph a conseillé à Pharaon. Et ça a marché. Donc, toute personne qui gagne de l'argent, principe de grenier, doit systématiquement mettre de côté un pourcentage qu'elle investit. Il n'y a pas à épargner. Pas pour garder quelque chose. Non, mais investir pour apprendre à faire fructifier cet argent-là. Donc, beaucoup font le contraire de ce qu'on doit faire parce que quand les revenus tombent, beaucoup pensent d'abord à se taper des billets. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et le peu qui reste, on dit j'épargne. Je pense qu'on doit peut-être commencer par enseigner dans notre système éducatif. Il faut investir. Il faut investir. Prenez le risque d'investir. Je pense. Les gens pensent par exemple à la retraite. La meilleure retraite, c'est l'investissement peut-être immobilier que vous avez fait, qui va vous garantir la meilleure retraite. On peut s'assurer sa retraite quand on applique le principe du crédit. Oui. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Emmanuel Baounon. Je voudrais que vous nous parliez un peu des tests d'intelligence financière dont le bouquin a parlé. En quoi ces tests sont importants pour découvrir qui on est ou pour connaître ses capacités, pour avoir son QI d'intelligence financière. Oui, parce qu'on a parlé de quotient intellectuel pendant longtemps, mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens disent pour devenir riche, il faut avoir un quotient émotionnel très élevé. Savoir gérer ses émotions, la peur,
la colère, la jalousie, ainsi de suite, les émotions qu'il faut savoir gérer. Donc, il y a des batteries de tests qui existent pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de bien gérer leurs émotions. Et il faut aussi développer son quotient spirituel, intelligence spirituelle dans le cas d'espèces. Donc, développer son quotient intellectuel, développer son quotient spirituel, quotient émotionnel, avec des tests qui existent, ça permet quand même de savoir gérer les risques. On ne peut pas tout dire sur ce plateau. Mais est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un petit bout, par exemple, des tests émotionnels dont vous avez parlé dans votre livre? Déjà, la peur de perdre son âge, l'envie. Il faut apprendre, par exemple, à différer les envies immédiates. C'est les personnes qui arrivent à différer leurs envies immédiates d'avoir tel bien, un signe extérieur de richesse et autres là. Ce sont ces personnes-là qui réussissent davantage à investir. Donc, il faut savoir gérer ces envies immédiates de paraître, ainsi de suite. Donc, c'est surtout ces choses-là, colère, envie, jalousie, maîtriser ses émotions. Et qu'en est-il du quotient spirituel? C'est important. Nous pensons que Howard Gardner a parlé des intelligences multiples. Et Daniel Goleman a parlé de l'intelligence émotionnelle. Mais on reconnaît aujourd'hui que l'intelligence spirituelle, si vous voulez, est la mère de toutes les intelligences. Si spirituellement vous êtes bien, c'est l'esprit qui commande la matière. Donc si spirituellement vous êtes bien, les choses commencent par changer. C'est pour cela que nous disons les gens nourrissent le corps. Nous habillons très bien. Le matin, quand on se lève, on se brosse les dents, on se lave. Mais est-ce que nous brossons notre esprit? Est-ce que nous lavons notre esprit? Est-ce que nous habillons correctement notre esprit? Et les manières d'habiller correctement son esprit, c'est de s'adonner à certaines choses qu'on appelle les rituels du matin. Ceux qui réussissent ont des rituels le matin. On dit même s'ils n'ont rien à faire, ils se réveillent tôt. Quand ils se réveillent, ils contrôlent leur alimentation. Ils écoutent, ils ne regardent pas la télévision notamment et les informations sensationnelles. Non. Ils peuvent écouter de la bonne musique pour se mettre dans un bon état, afin de s'engager dans la journée. Donc la musique, vous écoutez les mélodies de Beethoven, de Mozart, ainsi de suite, c'est une nourriture pour l'esprit. Vous lisez par exemple les livres de développement personnel, vous lisez les proverbes, moi j'adore ça, les proverbes de la Bible, de bons tests qui vous remontent le moral, et dans la journée, vous êtes un maître de transition. Un maître de transition. C'est quoi un maître de transition? Un maître de transition, c'est un coach sportif américain qui a fait l'étude. Il s'est posé la question de savoir, à égalité de compétences, qu'est-ce qui fait qu'un joueur que j'encadre devient champion et l'autre ne le devient pas? Il s'est rendu compte que le joueur qui l'encadre, à égalité de compétences, qui devient champion, c'est un maître de transition. Il dit, le maître de transition, c'est quoi? Quand il rate, il tape dans la balle et il rate, il oublie ça. Il se focalise sur la balle à taper après. Et il améliore sa performance simplement. Mais celui qui, à égalité de compétences, ne devient pas, comment on dit, champion, lui, quand il rate une balle, il est tellement focalisé sur la balle qu'il a raté que sa performance diminue de plus en plus. Au lieu de se focaliser sur ce qui est à venir, il regarde en arrière. Laissant ce qui est en arrière, c'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas pasteur. Laissant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Et les maîtres de transition oublient ce qui est en arrière et courent vers le but. J'ai une collègue belge qui a dit, j'ai 2 enfants, l'aîné, à l'école était juste moyen, avait de mauvaises notes souvent. Le petit frère, il est très brillant. Mais quand ils ont grandi, c'est l'aîné qui est devenu un grand entrepreneur, il a les moyens, il supporte tout le monde maintenant. Il dit, mais c'est maintenant que je comprends. Le petit là, c'était un maître de transition. Parce que quand il venait à la maison avec de mauvaises notes, quand je dis, tu vois, tu as encore une mauvaise note, il dit, oh maman, il n'y a pas mort d'homme, oublie ça, on avance. Oui, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui n'a pas marché, n'a pas marché. On se focalise sur ce qui va venir. Maître de transition. Et là, on est dans le bon mental pour affronter les défis nouveaux. Et le soir? Le soir, beaucoup d'exercices. Par exemple, pratiquer ce que l'autre appelle la méthode GTD, Getting Things Done, de, je crois, David Allen, là, de s'organiser. Donc, il dit, le soir, vous devez faire déjà le point de tout ce que vous avez programmé dans la journée. Et voir si vous avez exécuté toutes les tâches. Ceux qui réussissent ont ces habitudes-là. Et au besoin, programmer ce que vous allez faire la journée à venir, le soir. Et quand vous vous levez, c'est avec cette programmation-là que vous entrez dans la journée. Donc, ce sont des rituels comme ça qu'il faut faire le matin, le soir, et dans la journée, rester dans un état d'esprit donné. C'est ça l'intelligence spirituelle. Et vous assurez que tous les grands hommes, tous les riches,
ont le même comportement à peu près. Hein. Et c'est Anthony Robbins, coach mondialement reconnu, qui dans Pouvoir illimité en parle. Et les riches ont une manière de faire. Et quand vous les étudiez, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes choses. Une manière de penser, une manière de faire. Ils ont souvent ces habitudes-là. Quand vous les étudiez correctement, vous voyez qu'il y a des points communs. Il y a des points communs que tout le monde n'a pas. Et ceux qui ont ces points communs-là ont pratiquement les mêmes résultats. Oui. Pas de pratique spirituelle outre mesure, parce qu'on a appris... C'est ce que les gens pensent. Surtout, vous êtes béninois, hein, que les Kenysis donnent beaucoup d'argent. Non, on n'a pas besoin de faire ça avant d'avoir l'argent. On n'a pas besoin de faire ça avant d'avoir l'argent. Il suffit de connaître les méthodes scientifiques. Il y a des méthodes scientifiques pour avoir l'argent. Il faut connaître ces méthodes-là. Mais c'est ce que je vous ai dit. Il faut être une manière de penser. Une manière de penser. Et donc, dans la journée, vous voyez, on dit, les riches, par exemple, ont les minutes ou les instants de silence. Les instants de silence. Instants de silence où on se concentre, on fait de la méditation, on est silencieux, ainsi de suite. Oui, c'est des pratiques. Des gens n'y croient pas. Mais il faut expérimenter pour voir. Ceux qui pratiquent l'EFT le matin, Emotional Freedom Technical, où on tape certaines parties du corps, n'est-ce pas, pour faire circuler l'énergie, ce n'est pas du gris-gris, non. Si les gens y croient, ils expérimentent pour voir. Et ils écoutent de bonnes choses le matin. Et d'ailleurs, quand on commence par le faire, on se rend compte que, au début, on ne voit rien. Parce que c'est comme une graine qu'on met dans le sol. Au début, on ne voit rien. Mais quand on entretient bien, un jour, ça commence par pousser, ça commence par sortir. Et il faut arroser, arroser, arroser. Dans une graine, vous avez la forêt. J'avoue qu'on a beaucoup appris le code secret de prospérité financière. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot en 30 secondes là-dessus? Le code secret, nous l'avons tiré des expériences de Jésus et de Mahomet. Oui. Intelligence spirituelle aussi. On s'est rendu compte qu'ils ont eu tous 12 collaborateurs. Les gens ont parlé d'apôtres. À 12 ans, ils ont tous posé des actes mémorables. Et les 12 collaborateurs, pour nous autres, en intelligence spirituelle, c'est une préfiguration des 12 tribus d'Israël, des 12 enfants de Jacob, des 12 mois d'une année, des 2-12 d'une journée, de 0 à midi et de midi à 24 heures, c'est toujours 12. Toute activité que vous menez, lorsque vous menez l'activité sur 12 points de vente, 12 points, vous allez voir ce que ça donne. Toujours. Ça marche toujours. Vous commencez une activité, vous vous arrangez, n'est-ce pas, pour implanter ça à 12 endroits différents. Vous allez voir, les résultats sont formidables. C'est déjà un peu ça le code. Mais on entre dedans pour dire, mais comment est-ce qu'on construit son triangle de réussite professionnelle et financière à partir des 12 là. Et il y a une mission. La première partie là-bas, c'est la mission. La deuxième partie, c'est l'équipe de 12 en question. On peut entrer après dans ces détails-là. Et le leadership qu'il faut pour conduire la mission. Merci. Manuel, ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre donc la réflexion autour des règles d'or d'intelligence financière, les 12 règles d'or d'intelligence financière, tout ce que vous devez savoir pour devenir riche et que vous n'apprenez pas, vous n'apprenez jamais à l'université de notre cher Emmanuel Baounou. Oui. Merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin donc de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal.